Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Caroline Bouvier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une figure bien connue de l'entrepreneuriat dans le département de l'Hérault, visage des Nouvelles Grisettes qui sont nées il y a 3 ans, on va évidemment y revenir, un lieu dédié à la mode et au textile en Occitanie, textile, Occitanie, proximité. Ce sera le thème ce soir d'un défilé que vous organisez, défilé de mode solidaire au profit de l'association Le Mouvement du Nid, le défilé Défilart. Parlez-nous de cette aventure que vous nous présentez ce soir à Montpellier. C'est l'histoire d'une rencontre artistique, donc de Claire Bonnet-Mazambert et de la galeriste Marion Noca, Empreinte Bis, qui a fait que un coup de cœur entre femmes et l'envie d'aller plus loin et de faire une performance dédiée à toutes ces femmes du monde artisan et artistes. Alors il y a une particularité parce que les vêtements présentés ne seront plus jamais portés, c'est ça ? Exactement. En fin de compte, on a fait le pari de travailler de la toile de peintre. Donc Claire m'a peint cet été 16 mètres de toile dans différentes largeurs, donc avec ses énergies, voilà, ses envies, ses couleurs. Et je suis arrivée derrière et j'ai imaginé mes pièces maîtresses, donc 4 pièces emblématiques de ma maison, autour du vintage évidemment, et puis avec mon équipe on a créé 4 pièces, donc des vêtements qui seront après posés sur des socles que nous a réalisés, donc après un dessin que l'on a fait ensemble, nous a fait l'école de Léonard de Vinci, donc les élèves, avec Gilbert le professeur, et voilà, c'est une histoire géniale. Un défilé de mode solidaire au profit de l'association Le Mouvement du Nid, c'est ça ? Oui, exactement. Donc pareil, le Mouvement du Nid est une association que j'ai découvert lors du confinement, voilà, par une amie, Alexandra, qui y travaille. Et j'ai eu envie de les mettre en avant parce que c'est une association qui œuvre beaucoup pour des femmes, voilà, autour de la prostitution. Et j'ai trouvé qu'elles étaient souvent mises à l'écart, qu'on n'en parlait pas beaucoup. On parle beaucoup de femmes. J'ai fait beaucoup d'événements pour les femmes du cancer, les femmes, voilà. Et j'avais envie de travailler autour de ce thème parce que c'est proche de moi aussi. Donc, voilà. La solidarité, c'est ce qui vous incarne, ce qui illustre votre parcours, Caroline Bouvier, on peut dire ça ? On peut dire ça. Moi, j'ai toujours vécu, mes parents étaient très, très actifs dans le monde associatif. J'ai toujours vécu dans les associations. Et puis voilà, je pense que dès petite, j'ai fait partie de plein d'associations. J'ai toujours aimé emmener les gens vers l'humain. Voilà, je fonctionne à ça. J'ai besoin d'avoir le contact et de la découverte d'autrui. Et oui, c'est pour moi un moteur. Et donc, de partager des valeurs qui me sont chères, aller vers les autres, être à l'écoute et de pouvoir aider aussi. Voilà, comme les gens ont fait pour moi, parce que moi, je me suis construite aussi grâce à des rencontres. Solidarité entre les femmes, c'est aussi très important. Cette semaine est particulière. Il y avait le 8 mars, évidemment, Journée internationale des droits des femmes. Il y a nécessité que les femmes entre elles soient plus fortes, soient plus en symbiose, en cohésion. Oui, je pense qu'on a besoin de montrer que les femmes, elles peuvent oser et elles doivent aller de l'avant. Voilà, il y a beaucoup de misérabilisme et je pense qu'on a besoin de montrer qu'on peut être optimiste. On a le droit d'y croire et d'avancer. Donc, oui, je crois que je porte ce projet, cette envie depuis très longtemps, même à travers les femmes chefs d'entreprise, voilà, dont je fais partie depuis quelques années. Notre fondatrice, Madame Foinan, en 1945, le démontrait déjà. Donc, je pense qu'encore, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Mais avec nos caractéristiques aussi en tant que femme, moi, je défends vraiment les valeurs des femmes. Voilà, de montrer qu'avec nos personnalités, on a des compétences et on peut aussi réussir. Qu'est-ce qui les distingue des hommes ?
dans l'entrepreneuriat? Vous qui avez été présidente, je le rappelle, pendant 4 ans du réseau Femmes Chefs d'entreprise, réseau FCE. Oui. Alors, moi, je dirais que ça fait pas toujours plaisir aux hommes. Bon, écoutez, j'écoute pas, alors allez-y. Je pense que les femmes, elles sont moins nombrilisme. Il y a moins de nombrilisme et que les femmes, elles ont envie d'y aller. Elles vont de l'avant, elles travaillent, et elles y vont si elles se sentent capables aussi. Et voilà, les hommes, ils auraient tendance à accepter un petit peu tout ce qu'on leur propose pour y être et pour être en avant-première et pas toujours. Je pense que c'est un peu ça qui nous différencie. Vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis bien longtemps, je le rappelais tout à l'heure, Caroline Bouvier. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a évolué? Un grand nombre de générations arrivent sur le marché du travail, de femmes, d'étudiantes qui, elles aussi, ont à faire leur place. Est-ce que les hommes leur font cette place? Est-ce que la société donne tous les outils nécessaires pour finalement avancer plus sereinement? Je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Ouais. Les jeunes hommes aujourd'hui œuvrent à la maison. Enfin voilà, il y a une place qui est beaucoup plus ouverte pour la femme. Mais malheureusement, quand on regarde bien de notre société, de notre culture, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais la femme aussi doit se donner cette place, parce que bien souvent, moi, je rencontre des femmes qui n'osent pas avancer parce que elles ont un rôle de maman, parce qu'elles ont un rôle à tenir, alors que le rôle, il peut être tenu aussi soit par le papa ou par la compagne ou par la famille. Donc, moi, j'en fais partie. Moi, j'ai un mari qui fait plus de tâches même que moi. Voilà, c'est un rôle qu'on a partagé tout au long de notre vie commune. Mais je pense que ça, c'est important que les femmes en prennent conscience. Il n'y a pas que les gens autour d'elles qui doivent réagir. C'est à elles de prendre leur destin en main. Le féminisme a-t-il fait du bien à la cause des femmes dans l'entreprise? Je sais que vous avez un regard un peu particulier, vous n'êtes pas féministe, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas du tout féministe et je pense que parfois ça a pu être... moi je pense que c'est plutôt néfaste. Donc moi je suis pour la cause féminine mais avec ses valeurs. Je pense que la femme elle a autant de pouvoir qu'un homme si elle sait s'imposer par ses compétences, par son droit de parole aussi. Moi je n'ai rien à cacher, je suis libre, entièrement libre et je veux le rester. Donc quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et je n'ai jamais eu de problème après avoir dit ce que je pensais parce que des mauvaises réactions des hommes, évidemment, on en a eu toutes parce que voilà, ça fait partie de la vie malheureusement et puis c'est comme ça mais moi j'ai 2 enfants, 2 filles et vraiment je leur ai appris cette posture qu'il faut avoir en tant que femme et aujourd'hui elles vivent pleinement leur vie de femme aussi, elles savent s'imposer et puis mettre des limites. Je pense que c'est ça notre force à nous et ce qu'on doit faire. Caroline Bouvier, vous êtes l'invitée de Libre-Échange sur Radio Aviva. Vous parliez de solidarité, d'engagement. Ils sont nombreux, vos engagements. Je voudrais en citer quelques-uns. En 2020, on est en plein Covid et avec une 60aine de bénévoles, vous décidez de confectionner des masques. À l'époque, évidemment, les initiatives doivent être nombreuses pour pouvoir répondre à cette crise du Covid. Racontez-nous comment ça s'est passé, parce que ça a beaucoup changé votre vie quand même. Ah oui, il y a eu avant et après le 17 mars 2020. On est à la boutique, on apprend que nos entreprises ont fermé. Et là, nous, on crie un peu victoire. On pense que ça va durer 1 semaine, 2 semaines, et on se dit chouette, on va pouvoir arrêter de travailler sur nos créations et on va se faire plaisir, donc créer pour nous. Et puis malheureusement, quelques jours après, j'ai toutes mes consoeurs, justement, femmes chefs d'entreprise et autres qui me connaissent par mes amis de la CPME et autres réseaux, me contactent et me demandent de fabriquer des masques parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est la seule façon de pouvoir continuer, eux, à œuvrer, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent, les médecins, le service à la personne, etc. Donc, je me sens quand même obligée d'y réfléchir et de ne pas. On décide en atelier de ne pas faire n'importe quoi. Donc, je veux vraiment savoir ce qui est de mieux à faire. Donc, je me renseigne et je trouve une solution. Et j'ai une personne autour de moi qui est dans la confection, qui m'ouvre ses portes. Donc, la maison Montex à Montpellier.
qui m'ouvre ses portes pour me donner le maximum de tissus parce que je vais en avoir besoin, voilà, beaucoup malheureusement. Et à partir de ce moment-là, je me mets à créer des masques. Et puis très très vite, je me rends compte que nous à deux, on va pas y arriver. On est trop, il y a trop de demandes. C'est incroyable. Nuit et jour, je suis derrière mon téléphone à répondre à la demande et aux commandes qui arrivent pour aider. J'en ai même envoyé au Brésil, chez des médecins brésiliens, aux États-Unis. Enfin, c'était un truc de fou parce qu'au départ, il n'y avait personne qui faisait des masques. Progressivement, les couturières se sont mis à en faire et puis les sociétés aussi ont relayé. Mais au départ, il n'y avait personne. Et là, très vite, moi, j'ai créé sur Facebook un groupe SOS Masque. Et à partir de ce jour, tout le monde beaucoup de personnes me contactaient pour m'aider, et on a créé donc avec les entrepreneurs qui avaient le droit de se déplacer, puisque on n'avait pas le droit de se déplacer. En mars 2020. On se donnait rendez-vous sur la place du Pérou 2 fois par jour pour livrer soit les tissus coupés pour celles qui, voilà, moi je coupais tous les tissus avec ma collègue Chantal Olivet, et donc je livrais les tissus coupés, et puis les gens fabriquaient de chez eux, et on pouvait après livrer aussi celles qui avaient le droit, les infirmières, tout ça, elles pouvaient livrer les masques à qui de droit. Et le Moulin de Sauret aussi nous a beaucoup aidé, Jean-Pierre Passaga, en livrant les masques lui-même par des camions qui partaient pour livrer la farine. Donc ça a créé une chaîne vraiment solidaire autour des masques, et c'est à la sortie où j'ai pas envie d'abandonner ces femmes qui m'avaient aidée, tous ces humains. Et voilà, et c'est là que Muriel Fournier, qui est notre présidente actuelle des Grisettes, voilà, je lui ai soufflé un mot pour dire ce qu'on pouvait faire pour essayer d'aider ces femmes à la sortie du Covid. Et puis très vite, les autres cofondateurs, donc Richard Préau et Roger Yannick Chartier, nous ont rejoints. Et à 4, on a imaginé l'avenir des Nouvelles Grisettes. Voilà. C'était il y a 3 ans, oui. Et vous le dites, il y a un avant et un après. Ça a changé votre vie, ça a changé aussi probablement votre regard sur la société et puis sur l'entrepreneuriat. C'est exactement ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de la solidarité dans un moment comme ça. En un clin d'œil, les gens se mobilisaient. Et c'est vrai que ça m'a réconfortée, parce qu'à la veille du Covid, j'avais organisé un défilé et j'avais vraiment le sentiment d'avoir travaillé beaucoup pour ce défilé, et que peu de gens s'étaient mobilisés. Les gens devenaient un peu égoïstes. Voilà, c'était beaucoup d'efforts, et j'avais annoncé que j'arrêterais de faire des défilés, justement, parce que j'étais un peu lasse de tout ça. Et puis, le Covid a fait que j'ai eu un autre regard sur les gens. Je me suis dit, enfin, il y a quand même des gens qui ont envie de donner, qui ont du cœur, et voilà, j'ai eu envie de me battre pour eux. Et puis, oui, la vie a changé, parce que maintenant, j'ai 2 structures à gérer. Donc, en plus, avant Covid, j'avais créé l'Homme, donc un showroom dédié à l'homme. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec ma maison de couture, le showroom pour l'homme, et les Grisettes à gérer avec l'équipe. Mais c'est vrai que c'est énorme, c'est beaucoup de travail, mais ça demande tellement de satisfaction. Je suis très heureuse. Cet effet positif est un peu retombé quand même depuis, parce que tout le monde a parlé d'un monde nouveau au lendemain du Covid. On y est encore ? Non, non. Enfin, oui et non, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de déceptions, parce qu'on se disait que c'était le monde de demain, que voilà, tout le monde allait ouvrir son cœur, mais on voit aujourd'hui, les gens se sont ratatinés sur eux-mêmes. On est un peu égoïste quand même quand on parle de ce qui se passe en France. Il faut pas aller voir très loin pour voir qu'on est quand même pas mal lotis. Enfin, voilà. Et là où je suis, on est déçus, parce que on a oublié tout ce qui a été fait par ces gens qui ont été extraordinaires pendant le Covid. On les a félicités, on leur a donné des médailles, et aujourd'hui on les a oubliés, et on recommence avec les réflexes d'avant. Et je le vois, moi, de l'intérieur maintenant, aux Nouvelles Grisettes. On veut bien venir travailler aux Nouvelles Grisettes et faire participer les Nouvelles Grisettes, mais si on a des tarifs identiques à ce qu'on retrouve dans les pays d'Asie. Donc c'est vraiment compliqué, et ça c'est de la pédagogie. Et je pense qu'aujourd'hui notre problème, on le voit par les mouvements sociaux qui existent aujourd'hui, je pense que ce qui manque, c'est de la pédagogie.
Moi, j'ai été professeur, donc je sais. Et il me semble que les mots manquent. On devrait expliquer aux gens pourquoi on en arrive là aujourd'hui, pourquoi on prend des décisions. Et ça, on ne l'explique pas. On nous impose des choses et je pense que la société a besoin d'entendre. Peut-être que ça fera mal, mais c'est la vérité, quoi. Voilà, il y a plein de choses, à mon avis, qui devraient Vous avez être manifesté vous-même pour la retraite, les mouvements sociaux qui sont en train de s'installer en France et ce blocage qui s'installe entre le pouvoir et la société. Non, je peux pas, moi, manifester. Je peux pas manifester contre ça parce que moi, je pense que je fais partie je suis réaliste. On est de plus en plus nombreux sur cette planète. On est de plus en plus, jeunes. Moi, j'ai 60 ans, donc je me vois pas, moi, arrêter dans 4 ans. J'aime mon métier et ok, il y a des métiers difficiles, tout ça, mais je pense que ça va être pris en compte. Et il y a une façon aussi d'y réfléchir. Mais aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 20 ans, 30 ans. Donc, il faut faire des efforts parce que c'est nos enfants qui vont en pâtir aussi. Donc, peut-être que si on travaille un peu plus longtemps, ça va leur permettre aussi à eux d'avoir une retraite. Je pense qu'il faut partager Mais tout ça, c'est mal expliqué. Je pense qu'on a besoin d'un peu plus d'ouverture, de bienveillance envers les autres. Et aujourd'hui, les gens, ils regardent que leur précaré. Je pense qu'il y a beaucoup d'individualisme. C'est ce que je constate, moi, dans la vie de tous les jours. Et dans notre société, le chef d'entreprise doit jouer un rôle parce qu'il n'est pas là que pour faire du profit, il est là aussi pour être un acteur social, un acteur du territoire, ce que vous êtes. Moi, je pense que j'en fais partie. Moi, je suis très proche de mes salariés. Je les mets en avant dès que je peux. Je pense. Alors après, le chef d'entreprise, il a ses obligations aussi. C'est pas si simple, quoi. Moi, quand la porte se ferme le soir, j'ai encore moult choses à faire. Je termine chez moi. Je me lève tôt le matin pour travailler. Je pense que moi, mes collègues le voient bien. Donc après, il y a aussi un comportement des chefs d'entreprise. C'est pareil, c'est de la communication. Peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise. C'est une chose qui m'a marqué quand je suis arrivée chez FCE il y a quelques années, maintenant. Et moi qui viens du milieu du sport, je me suis rendu compte que ça manquait, ça, au niveau du management. C'était trop pyramidal, ce qui n'est pas dans le sport. On partage, on ne peut pas réussir tout seul. Donc voilà, et moi je pense que peut-être qu'il y a ça aussi à faire dans le monde de l'entreprise. Et notamment un message vis-à-vis des jeunes, parce qu'on parle beaucoup des retraites, mais du travail et le sens, le rapport au travail a terriblement changé, et pas simplement chez les jeunes d'ailleurs. Oui, aujourd'hui on privilégie sa vie, ses loisirs, le travail passe après. Moi, c'est ma conviction. Moi, je pense que c'est une erreur parce que bien vivre au travail, quand on calcule le temps qu'on passe dans sa vie, c'est plutôt au travail. Et il n'y a rien de meilleur et de plus joli de se lever le matin en se disant chouette, je vais passer une bonne journée, je m'engage, je donne. Moi, c'est ma conviction. Moi, je pensais hier soir en partant, je me disais si je mourais demain, parce que je venais d'apprendre un décès de quelqu'un, et je me disais si je meurs demain, quels seraient mes regrets? J'en ai pas. Parce que j'arrive à vivre pleinement ma vie en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, mes loisirs, je fais ce que j'ai envie, mais je partage tous mes plaisirs et ma passion avec mes proches. Et donc pour moi, je suis accomplie, quoi. Alors vous êtes accomplie en effet, Caroline Bouvier, invitée de Libre-Échange ce soir, parce que avant d'être chef d'entreprise, vous étiez une gymnaste de haut niveau, passionnée de sport. Comment on passe du sport à l'entrepreneuriat? J'ai eu un père entrepreneur dans la dentelle, une mère prof de gym. Donc quand mon père a perdu sa boîte, les problèmes des années 70, on s'est retrouvés sur un praticable et très vite, on a évolué. Mon père a créé le Centre national, donc qui est toujours à Calais d'ailleurs. Et avec ma sœur, on est devenus gymnastes et tout ça. Je suis tombée amoureuse d'un volleyeur. J'ai quitté Calais au grand drame de mes parents parce que je devais normalement prendre la relève du Centre national. J'ai atterri à Montpellier dans les années 80. J'ai créé avec Madame Périmati le pôle de GRS à Montpellier. Et
puis, je me suis engagée avec ma sœur. On a gagné les qualifications pour les Jeux Olympiques d'Atlanta, puis de Sydney. Donc, voilà, on a œuvré pendant plus de 10 ans dans le monde international. Et puis, je n'ai jamais oublié mes premiers amours, qui étaient la création. J'ai fait l'école des Beaux-Arts donc pendant ma scolarité. Et puis, voilà, quand mon mari partait au volleyball, moi, j'étais là le week-end et j'avais envie de coudre et j'ai commencé à faire mes premiers justes au corps. Donc, j'ai habillé les équipes de France pendant de nombreuses années. J'ai œuvré pour des enseignes connues. Ils sont venus me chercher. Moi, tout est... Enfin, voilà, je n'ai jamais cherché quoi que ce soit. C'est eux qui sont venus. Et puis, un jour, je me suis dit, maintenant, mes enfants grandissent. Peut-être que c'est le moment de raccrocher un peu les chaussons parce que je partais énormément en voyage. Je faisais le tour du monde 6 mois par an. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais, pourquoi pas, créer ma boîte. Et puis, c'est mon directeur artistique chez Arena. À l'époque, je travaillais chez Arena. Et qui m'a dit, mais vas-y, lance-toi, t'as tout pour réussir. Et voilà, donc il m'a fait prendre conscience que j'avais peut-être quelque chose à dire à travers de la confection. Et j'ai décidé tout doucement de raccrocher mon premier métier pour me lancer dans mon entreprise. Voilà. Qu'est-ce que vous ont appris ces années passées dans le haut niveau du sport personnellement, et puis peut-être aussi aujourd'hui, qu'est-ce qui vous sert dans votre rôle de chef d'entreprise ? Je dirais tout. Le sport m'a construit une énergie positive, des valeurs, les valeurs de l'engagement, les valeurs de déjà du planning, savoir s'organiser. Voilà, pour moi, un challenge comme ce soir, c'est comme une préparation olympique. Voilà, je me la prépare 6 mois à l'avance, je m'organise. La méditation aussi, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de sophrologie. Donc, je sais, avant, comme un jour aujourd'hui, je me concentre, je sais ce que je vais plus ou moins dire. Tout ça, c'est le sport qui me l'a donné, le management, l'esprit d'équipe, le partage avec les autres, savoir tomber pour rebondir. Un échec, pour moi, c'est pas un accident. Enfin, je vois autour de moi des gens qui ont des échecs. C'est une catastrophe, c'est un burn-out. Ouais. Mais dans le monde du sport, ça ne l'est pas, quoi. Donc, c'est une étape. C'est une construction, c'est une étape. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et on a perdu ça au niveau... je ne vais pas critiquer l'éducation nationale. Mon mari en fait partie. Mais bon, c'est souvent un discours qu'on a ensemble, parce que lui aussi a été sportif. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, dans le système éducatif, on a évité les échecs pour pas fragiliser les enfants, tout ça. Mais je pense que ça, c'est une erreur. On est à J-500 des Jeux Olympiques que la France va accueillir en 2024. Est-ce que les athlètes féminines sont, selon vous, suffisamment mises en avant ? Est-ce que la visibilité est suffisamment importante ? Ça vous fait rire. Je voyais bien votre sourire là tout de suite. A priori, la réponse est non. Hein. On pourrait mieux faire. Alors expliquez-nous comment. On pourrait mieux faire. Déjà, il y a des disciplines qui sont complètement dans l'ombre. Hein. Je vais pas. Alors qu'il y a des résultats, malheureusement. Mais bon, voilà, ça c'est un gros débat que je défends corps et âme aussi. Et pourquoi ? Parce que moi, longtemps, en tant qu'athlète, c'était la galère, quoi. On avait peu de reconnaissance, on n'avait pas de sponsor. Moi, j'étais juge international des années, mais j'étais pas rémunérée. Donc, quand je partais en compétition, c'était en gros pour ma pomme. Hein, donc, c'était pour la passion. Et donc, ça existe dans certaines disciplines. Et puis, il y a vous le voyez, même dans les sports les plus connus, les plus médiatisés, il y a quand même des galères. Hein. Pourquoi une équipe n'a pas le droit de s'entraîner sur le terrain qui lui, autorisé pour les garçons. Enfin, il y a des choses encore à dire. Donc là, il y a un gros débat. Hein. Il y a une ministre, Oudéa Castéra, Amélie Oudéa Castéra, qui est en train de mener un vrai combat aujourd'hui dans beaucoup de fédérations pour les remettre au carré. Et puis là aussi, pour faire en sorte que la femme ait toute sa place dans les fédérations. Quel regard vous portez sur cette ministre un peu atypique ? J'ai pas tellement suivi, hein, à vrai dire. L'actualité, je l'ai pas trop suivie. Je la suis plus auprès des athlètes. Voilà. Donc,
il faut être réaliste. Aujourd'hui, il y a un problème. Il y a encore des problèmes. Donc, je pense que voilà, peut-être qu'elle va essayer de combattre ces problématiques au sein des fédérations. Mais là encore, les femmes doivent aussi sonner l'alarme. Et tout ça, c'est un gros débat qui va mettre des années parce que trop longtemps, c'est beaucoup d'hommes. Moi-même, je viens de la fédération de gymnastique, mais les femmes avaient beaucoup de mal à se faire entendre. On faisait beaucoup pour la gym masculine, la gym artistique et nos ancêtres. Et après, les autres disciplines, que ce soit le trampoline ou le fitness ou la GRS, étaient des sports un petit peu secondaires. Et on a le même problème dans beaucoup de fédérations, d'autres fédérations où il y a les hommes et les femmes. Donc ça, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc je pense que c'est un sujet qu'on a besoin de prendre à bras-le-corps dès maintenant, parce que trop longtemps, il y a eu des soucis. J'ai entendu dire, parce que je fais partie du conseil d'administration du CREPS, et donc voilà, c'est des débats qu'on a souvent, et j'ai entendu dire par des athlètes des sports extrêmes, par exemple le VTT, etc., où il n'y avait pas trop de problèmes comme ça, parce que je pense que ce sont des fédérations beaucoup plus jeunes, donc avec une autre mentalité. Mais les fédérations anciennes, il y a du travail. Caroline Bouvier, vous êtes l'invitée de Libre-Échange. Un mot peut-être sur le fil rouge qui a été lancé par Midi Libre. Vous y appartenez et il va fêter ses 5 ans. C'est aussi un partenariat avec Radio Aviva. Il est porté par Midi Libre. Le fil rouge, c'est une bonne occasion de mettre en valeur les femmes dans les médias et puis sur les territoires, parce qu'elles sont inspirantes et elles ont des initiatives. Peut-être un petit regard sur ce fil rouge qui a été lancé. Ah bah oui, alors je fais partie du premier lot Absolument, première promotion. Je me souviens très bien qu'on s'était rencontrés à ce moment-là, et que justement, je crois que j'étais en tant que FCE, j'avais pris la parole en disant il est grand temps de mettre les femmes du territoire en avant, et vous aviez écouté, et je trouve que voilà, avec Christine Ginel, vous avez fait un travail extraordinaire, et que voilà, tout le monde, beaucoup de femmes, et ce qui est intéressant dans le fil rouge, c'est que ce sont des femmes qui viennent de tout univers, voilà, et ça c'est super, du monde associatif, du monde entrepreneurial, du monde artistique, et tout le monde a le droit à la parole et à sa visibilité, et ça je trouve trop souvent absent, et je trouve que là voilà, c'est un très joli regard, et je sais que vous allez fêter bientôt l'anniversaire, et on en a parlé encore hier soir, et tout le monde est ravi de se retrouver et de pouvoir fêter ce grand moment. En effet, 5 ans que nous fêterons le 22 juin à Midi Libre avec les 300 femmes qui constituent ce fil rouge. Merci beaucoup Caroline Bouvier. J'étais ravi de vous accueillir ce soir au micro de Radio Aviva. Merci infiniment, merci. Libre-Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.